On se pose souvent la question de savoir ce qui fait vraiment tourner notre monde. Eh bien, la réponse n'est pas si abstraite que ça. En fait, elle est bien plus mécanique qu'on ne le pense. Et voilà la réponse, elle est cachée quelque part là-dedans. Bon, à première vue, ça peut paraître un peu chargé, je vous l'accorde, mais ce schéma, c'est la carte d'identité du moteur asynchrone triphasé. Et c'est notre guide pour comprendre comment tout ça fonctionne. Alors commençons par le commencement. On l'appelle souvent le géant industriel invisible, et ce n'est pas pour rien. Voyons un peu pourquoi ce moteur est absolument partout. Pensez-y une petite seconde. Les chaînes de montage dans les usines, les escalators, les ascenseurs qui nous transportent tous les jours, les pompes qui amènent l'eau jusqu'à nous, tout ça, c'est lui. C'est vraiment le moteur qui fait tourner notre monde au sens propre. Il est partout, silencieux, mais totalement indispensable. D'accord, mais alors comment est-ce que cette pièce de métal et de cuivre arrive à générer un mouvement aussi puissant? Allez, on plonge dans l'anatomie de la machine. En fait, c'est une sorte de danse entre deux éléments principaux. D'un côté, on a le stator, c'est la partie fixe à l'extérieur. On lui envoie un courant triphasé et hop, il crée un champ magnétique qui se met à tourner. Imaginez une vague invisible et circulaire. Et de l'autre côté, au centre, il y a le rotor, la partie qui va tourner. Lui, il est conçu pour être comme attiré, entraîné par cette vague magnétique. Il va se mettre à la poursuivre. Et c'est cette course-poursuite qui crée le mouvement. Et c'est là qu'intervient un concept absolument génial, le glissement. Parce qu'en réalité, le rotor ne rattrape jamais complètement le champ magnétique. Il est toujours un tout petit peu à la traîne. Et ce décalage, ce n'est pas un bug, c'est la clé de tout. C'est justement cette différence de vitesse qui crée la force, le couple, bref, la puissance de rotation. C'est contre-intuitif, mais c'est ce qui fait tout fonctionner. Pour se le représenter, l'analogie du surfeur est parfaite. Le champ magnétique, c'est la vague. Le rotor, c'est le surfeur. Il est toujours en train de glisser sur la vague, propulsé par elle, mais sans jamais être pile-poil au sommet de la crête. Il est juste un peu en arrière. Et c'est cette position qui le pousse continuellement en avant. C'est une super image, non? Ok, la mécanique, on l'a. Maintenant, suivons l'énergie. Quand on branche ce moteur, où va exactement l'électricité qu'on lui donne? Pour ça, on retourne à notre document. On va se concentrer sur la partie qui s'appelle « Bilan des puissances ». C'est ni plus ni moins que la carte du trajet de l'énergie, de la prise de courant jusqu'au mouvement final. Alors le parcours est assez simple. Étape 1, l'électricité arrive du réseau, c'est la puissance absorbée qu'on note PA. Étape 2, cette puissance est transmise par magnétisme rotor, c'est la puissance transmise, PTR. Et enfin, étape 3, ce qui sort à la fin, le mouvement mécanique réel, c'est la puissance utile, PU. Bien sûr, en physique, rien n'est gratuit. Entre chaque étape, on perd un peu d'énergie. C'est d'ailleurs pour ça qu'un moteur, ça chauffe. Cette énergie se dissipe à cause de la résistance des fils de cuivre, ce qu'on appelle les pertes joules, ou à cause des frottements. Bref, la conversion n'est jamais parfaite à 100%. Et tout ça nous amène à la notion la plus importante, le rendement. C'est tout simplement le rapport entre ce qui sort d'utile et ce qu'on a mis comme énergie au départ. En gros, c'est le score d'efficacité du moteur. Et l'obsession des ingénieurs, c'est évidemment de rendre ce chiffre le plus élevé possible. Mais ce géant si efficace a un point faible, un vrai talon d'Achille. Et ce problème se manifeste à un moment très précis et très court, le démarrage. Voilà le souci. Au moment exact où on l'allume, le moteur va pomper pendant un très court instant entre 4 et 8 fois son courant normal de fonctionnement. C'est juste énorme. Imaginez un peu la claque sur le réseau électrique. Et un pic pareil, ce n'est pas anodin. Ça peut carrément surchauffer les bobinages et endommager le moteur lui-même. Pire encore, ça peut provoquer une chute de tension dans toute l'usine ou tout le bâtiment. C'est un problème très sérieux. La question qui se pose est donc assez simple. Comment on fait pour démarrer ce meurtre de puissance en douceur sans tout faire disjoncter? Heureusement, les ingénieurs ont évidemment trouvé des parades. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On va parler des solutions pour dompter la bête. Alors, il y a plusieurs écoles. On a la méthode un peu vieille école, très maligne, le démarrage étoile-triangle. C'est une astuce de câblage pour limiter la tension au départ. Et puis, on a une approche plus moderne, le démarreur progressif. Pensez à un variateur de lumière. Au lieu d'envoyer toute la puissance d'un coup, il va l'augmenter tout doucement pour un démarrage sans aucun acompte. Mais si on veut le top du top, la solution ultime pour un contrôle total, pas seulement au démarrage, mais tout le temps, alors là, on passe au variateur de vitesse. Et là, notre schéma nous révèle toute la beauté de la chose. Parce qu'un variateur de vitesse, ça ne se contente pas de limiter le courant. Non, ça va carrément déconstruire et reconstruire l'électricité pour l'adapter parfaitement au moteur. Regardez comment c'est ingénieux. D'abord, le courant alternatif du réseau est transformé en courant continu. Ensuite, il est filtré, nettoyé en quelque sorte. Et enfin, et c'est ça la pièce maîtresse, un onduleur va recréer à partir de ce courant continu une toute nouvelle alimentation alternative parfaitement sur mesure avec la tension et surtout la fréquence qu'on veut.
Et le résultat est sans appel. En maîtrisant la fréquence, on maîtrise directement la vitesse du moteur. Ça veut dire un démarrage d'une douceur absolue, un ajustement de la vitesse au millimètre près et au passage des économies d'énergie colossales. Bref, on a un contrôle absolu. Voilà comment un simple moteur, un muscle, est devenu une machine de haute précision grâce à son cerveau électronique. Et ça ouvre une question fascinante pour la suite. Alors que le monde demande toujours plus d'efficacité, de connectivité, d'intelligence, à quoi ressemblera la prochaine évolution de ces cerveaux qui contrôlent les muscles de notre industrie? C'est une question ouverte.